Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour l'actualité choisie par la rédaction de Calédonia. Voici les titres. Sans eau depuis 5 jours, les résidents du quartier Les Cigales à Koné devant les élus de la mairie ce matin pour exprimer leur mécontentement. Nous verrons dans ce journal comment les habitants s'organisent. Comment trouver de l'eau potable en cette période de sécheresse? Peut-être une solution, la micro, une machine qui fabrique de l'eau avec l'air qu'on respire. Comment fonctionne-t-elle? Réponse dans cette édition. Provocation, voyeurisme ou juste pour le plaisir de filmer, l'agression d'un camarade, le happy slapping, est condamnable. Pour sensibiliser les jeunes, la brigade de prévention de la délinquance juvénile échange aujourd'hui avec les élèves du lycée Petro Atiti. Nous avons suivi cette rencontre. Reportage. 7 adultes sur 10 sont en surcharge pondérale. Ne pas manger entre les repas, c'est le message du docteur Jean-Michel Le Cerf, nutritionniste, passé aujourd'hui auprès des jeunes lycéens de Pointe-Boute. Il est avec nous ce soir, il reviendra sur les messages de prévention. Les habitants du quartier Les Cigales de Koné n'en peuvent plus du manque d'eau. Ce matin, quelques résidents rencontraient les élus de la mairie et les responsables d'Aquanor et du Civom. Un manque d'eau non seulement à cause de la sécheresse, mais aussi dû à un problème technique. Depuis 5 jours, les riverains subissent des coupures d'eau. Comment s'organisent-ils? Réponse d'Ismaël Wakassiou et de Camille Moni. Quand Sonia rentre chez elle jeudi dernier, c'est la grande surprise, l'eau ne coule plus au robinet. Alors, ici, là, je prépare le bain, c'est pour les enfants. J'ai un faitout là qui est là, où les enfants se baignent avec un bol. Donc, pour éviter de ne pas gaspiller l'eau, donc ils essaient de se doucher un minimum. Dans cette maison, elle vit avec son mari et ses 3 enfants. On a réagi un peu dans l'urgence le jour J. On est parti se doucher chez la famille. Et depuis, on a pu prendre les précautions un peu plus le lendemain, acheter des bidons et se faire des réserves d'eau. Sa réserve, c'est cette cuve qu'elle et sa famille partagent avec leurs voisins. C'est de l'eau qui provient d'un autre lotissement de Koné que j'ai été remplie chez la famille. Plus loin dans le quartier, Edwige. Elle tient une garderie. Pour pouvoir accueillir de nouveau les enfants cette semaine, elle a dû elle aussi s'organiser. Dans ce sac-là, il y a toutes des bouteilles de plastique. Donc maintenant, avec la pénurie qu'on a eue, on va chez la famille pour remplir ces bouteilles-là. Les enfants ont de l'eau Mondor pour eux boire, et sinon, on prend de l'eau pour les faire à la toilette. Et pour pouvoir remplir bouteilles et bidons, le Civom VKP a mis en place une cuve à l'entrée du quartier. Et on prend que du bidon pour que tout le monde ait un peu d'eau dans le quartier en fait. Que tout le monde profite de l'eau. Pas moins de 430 personnes sont concernées par cette coupure. Et aujourd'hui, aucune visibilité quant au retour de l'eau. Réunis à la mairie ce matin, les habitants ont réclamé des explications. Le nettoyage de l'unique réservoir d'eau des Cigales serait la cause de la coupure. Ces problèmes d'eau surviennent, en fait, le départ, c'est une intervention mercredi au niveau des bassins Cigales. Une intervention qui est censée être assez simple, mais voilà, derrière on n'avait pas prévu que ça porterait des conséquences au niveau de Tivoli. Ce qui se passe, c'est que depuis jeudi, on n'arrive plus à remplir les réservoirs. Et la sécheresse n'aide pas, puisque la nuit dernière, seulement 50 sur les 200 mètres cubes de la réserve ont pu être remplis. Une quantité écoulée par les habitants en à peine 1 heure ce matin. Et depuis, l'eau est de nouveau coupée. Aujourd'hui, les pompiers de la commune sont passés ravitailler en eau chaque maison et une seconde cuve a été installée. Pour l'heure, la réserve a pu être remplie et ce soir, les habitants devraient avoir de l'eau. Mais pour combien de temps? Et pendant cette période de sécheresse, comment ne pas gaspiller l'eau ou trouver de l'eau potable? Peut-être une solution, la micro. Cette machine fabrique de l'eau avec l'air qu'on respire. C'est génial. Cette invention est arrivée à Pointe-Boute. Regardez, c'est le feuilleton de la semaine. Donc l'air arrive par ici avec l'humidité. Elle passe déjà par un système de filtration qui sont à l'intérieur. Je vous le montrerai après. C'est des systèmes de filtration à charbon actif comme les filtres de clim dans les véhicules. Donc tout ça arrête déjà tout ce qui est poussière. Et derrière la grille ici, il y a un condenseur comme dans les clims de véhicules
Ensuite, ça passe par un évaporateur. Donc là où c'est qu'on va voir surtout ce qui nous intéresse, en fin de compte, c'est tout ce qui est gouttelettes qui sont récupérées. Nous, on a fait les essais avec l'humidité qu'on a actuellement, on arrive à peu près à 20 litres par 24 heures d'eau potable. Quand on arrive à 80% d'humidité et tout ça, on arrive à une moyenne à peu près de 40, entre 40 et 45 litres jour d'eau potable. Actuellement, moi, je l'ai fait fonctionner qu'avec le panneau solaire. Une fois que l'eau est récupérée, au niveau de l'évaporateur, on la récupère, au niveau de l'entonnoir en aluminium, elle arrive par ce tuyau qui va passer dans un réservoir justement de minéraux. L'eau ensuite passe. Alors ici vous voyez le réservoir ici de chlore ou de javel. Ici vous avez le filtre. En fin de compte qui filtre l'eau juste avant d'aller dans le réservoir qu'on voit derrière avant la consommation. Une fois qu'on a branché, on la branche, 1 heure après on a de l'eau. Et une fois qu'elle arrive ici à 3 bar 5 à 3 litres et demi dans le réservoir, elle s'arrête automatiquement. On tire de l'eau, elle se remet en route automatiquement. Cette machine ne fait pas que faire de l'eau potable. Il y a moyen aussi de récupérer l'électricité qu'on récupère avec les panneaux solaires en surplus de la consommation de la machine. Elle est équipée d'un convertisseur qui, en fin de compte, convertit les panneaux solaires en 220 volts. On peut la brancher sur un véhicule en 24 volts. Le véhicule va être rechargé par son alternateur et les batteries alimentent la machine. Et on peut tourner comme ça en 24 heures 24. On peut alimenter les appareils de la maison comme des clims, frigo, télévision, on peut être complètement autonome. Il y a un modèle Wi-Fi qui est installé sur la machine qui, en fin de compte, pour pouvoir surveiller, on peut regarder dessus la consommation, la production d'eau à distance, par Wi-Fi. En fin de compte, il y a des applications qui existent sur les téléphones maintenant ou sur les ordinateurs où on peut contrôler et regarder à distance et même se faire envoyer par mail une alerte. Donc ici en rouge, vous avez ici la consommation au niveau du réseau, quand le câble au niveau du réseau Enercal est branché. Vous avez ici le taux de charge et la consommation au niveau des batteries. En jaune ici, tout ce qui sort des panneaux solaires. Donc il y a la machine, vous avez la rallonge pour brancher au réseau. Vous avez l'adaptateur pour brancher tous vos appareils en 220. Les 8 panneaux solaires. Bon, l'armature, c'est moi qui l'ai faite, ça peut être fait aussi avec. Et la machine est vendue donc à un prix ici de 2,5 millions. Nous avons eu un partenariat avec la Société Générale qui peut accorder un prêt aux personnes, un prêt sur 5 ans pour rentabiliser l'appareil. Au bout de 5 ans, la machine est rentabilisée, ça revient à peu près à 30-35 000 francs par mois. Mais avec cette machine plus les panneaux solaires, vous pouvez être autonome autant en électricité qu'en eau. Par contre, la machine était fabriquée pour une longévité minimum déjà de 20 ans. Alors, cette machine a été tropicalisée, comme on appelle un peu ici, c'est-à-dire que toute cette machine, elle est faite qu'en aluminium, en inox. Et en plus, elle sort fraîche. Alors, voyons voir. À la tienne. Santé. La bonne eau écologique. Non, franchement, top, ouais. Elle a pas de goût du tout. Non, rien du tout. C'est incroyable. Bon, voilà. Hein. On peut consommer sa propre eau en la fabriquant nous-mêmes, quoi. C'est génial. Voilà, reportage signé Océane Zobler. Ce lundi, le président de la République, Emmanuel Macron, est de retour à Paris. Après un déplacement en Guyane, il y recevra nos politiques à Paris en vue du comité des signataires qui s'ouvre ce jeudi. La Croix nous rapporte l'importance que semble revêtir ce rendez-vous pour lui. Emmanuel Macron estimant, je cite, que la période est historique. Il a également annoncé sa visite au pays avant mai 2018. La violence à l'école, on en parle aujourd'hui au lycée Petro Atiti. Je vous le disais, provocation, voyeurisme ou juste le plaisir de filmer l'agression d'un camarade. Le happy slapping est passible de peine. Pour sensibiliser les jeunes, la brigade de prévention de la délinquance juvénile échange aujourd'hui avec les élèves du lycée. Reportage sans commentaire de Falaï Wedjo. Donc, on va parler des violences dans un premier temps, puis de ce qui en découle. Ok ? Pour la plupart d'entre vous, qu'est-ce que vous avez, j'appelle ça dégainer, parce que chez vous, ça... C'est quoi vous dégainez rapidement, là ? Pour mettre sur les réseaux sociaux ? Le téléphone portable. Pour faire quoi ? Pour appeler les secours ? Les gendarmes, il y a une grosse bagarre ? Non. Qu'est-ce que vous faites ? Vous filmez, et après vous faites quoi ? Vous le gardez chez vous, tranquillement ? Non, c'est pas marrant. Donc on le met sur YouTube, ou alors sur Baston NC, pour pas le citer. N'est-ce pas ? Oui, on connaît. Hein.
C'est quoi le fait de filmer une bagarre et de la diffuser? Vous savez comment ça s'appelle? Il y a du droit à l'image quelque part, parce que tu ne demandes pas à la personne si elle veut bien que tu diffuses. Ça s'appelle le happy slapping. Alors c'est une appellation. Happy slapping, joyeuse claque littéralement, hein. Mais vous risquez 5 ans de prison et je ne sais plus combien de millions de francs d'amende. 9 millions de francs d'amende. Bonne tirelire, j'espère. Hein. Alors, pourquoi c'est sévèrement puni? C'est une infraction qui a une dizaine d'années. Elle est apparue dans le code pénal en 2007. Pourquoi d'après vous? Voilà, donc en fait, la personne qui filme, elle est complice de celui qui frappe. Vous êtes d'accord? Quelque part, elle l'encourage à le faire. Ok? Complicité d'agression physique. Elle est également, elle se rend responsable de non-assistance à personne en danger. Ok? Et elle diffuse sur Internet de la violence. Elle fait de la promotion à la violence, elle fait la propagande à la violence. Surtout que derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Des likes, des partages et des encouragements. D'accord? Vous comprenez ça? Et c'est très très sévèrement puni. Et comme il y en a beaucoup, de plus en plus, surtout aux abords des établissements, c'est très suivi par la justice. En postant une vidéo, quand on vient juste de filmer, on peut avoir une amende. Ça, on ne le savait pas. La prochaine fois qu'il y a une bagarre comme ça, vous allez réfléchir à votre poster ou... Non, même pas, on va rester chez nous. En vrai, j'ai vu les conséquences qu'il y avait quand on faisait des conneries. Mais bon, c'est parce que j'imaginais. C'est-à-dire c'est pire ou c'est moins... Ouais, c'est encore plus pire que ce que j'imaginais en vrai. Et bah, les réactions, c'est la banalisation de la violence en fait. Hein. Je veux dire, devoir décortiquer une infraction telle que le happy slapping par exemple, pour leur faire comprendre que bah, derrière cette vidéo qu'ils sont en train de faire, de diffuser, il y a des êtres humains. C'est pas un jeu vidéo. Il y a deux personnes qui se battent avec les conséquences que peuvent avoir le fait de se battre et sur la victime. C'est-à-dire qu'on peut à un moment éventuellement tuer quelqu'un. Toujours, vous allez voir, hein, tout le temps je vais vous faire revenir à la place de la victime. Pourquoi est-ce que vous avez tendance à penser en tant que celui qui fait, celui qui commet? Moi je veux que vous pensiez en tant que celui qui pourrait le subir, pour le comprendre. Et si vous n'arrivez pas vous-même à vous transporter à la place de la victime, par exemple dans les insultes, mettez quelqu'un de votre famille en tant que victime. En général, ça fait réagir plus. Voilà, en France également, le happy slapping est une pratique condamnée par la loi. En 2014, un jeune homme avait été condamné à 2 mois de prison ferme pour avoir filmé et diffusé les images de l'agression subie par une jeune fille au Mans. Par ailleurs, l'auteur des coups a été condamné à 1 an de prison, dont 2 mois fermes. On reste à l'école, mais pour parler obésité. Selon l'Agence sanitaire et sociale, 7 adultes sur 10 étaient en surcharge pondérale en 2012 au pays. C'est l'un des messages, donc ne pas manger entre les repas. Et pour le véhiculer, le docteur Jean-Michel Le Cerf, nutritionniste, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avec nous, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes au pays à la demande des syndicats des médecins. Hein. L'obésité est un fléau en Calédonie par rapport à la France. C'est un fléau qui touche beaucoup de populations de ce territoire et des territoires voisins pour des raisons qui sont multiples. Sans doute y a-t-il des facteurs génétiques qui favorisent, mais il y a aussi des modes de vie qui sont à remettre en question. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là, parce que c'est un problème qui touche tout le monde. Bien sûr, c'est courant aussi en métropole, mais ici c'est important et il faut faire de la prévention le plus tôt possible. Alors, vous êtes ici pour former les médecins, mais comment faire passer le message auprès des jeunes? Et est-ce qu'ils étaient réceptifs ce matin au lycée de Pointe-Bout? Oui, tout à fait. En fait, il faut pas commencer à pointer du doigt des comportements aberrants, accuser des gens de mal se comporter. Mais comment on passe le message? Quel genre de message? Je pense qu'il faut un message positif en disant manger c'est quelque chose qui est important, qui est agréable, que tout le monde aime. Et apprendre à manger, ça
fait partie du bon message, apprendre à manger un aliment qui est parfois plus riche que d'autres, mais si on le mange de façon consciente, attentive, eh bien on finira tout simplement par trouver un comportement normal et en manger moins. Quels sont nos défauts en Nouvelle-Calédonie? C'est difficile de parler de défauts, mais probablement on aurait intérêt à essayer de retrouver le sens du repas partagé, du plaisir de la variété alimentaire, d'apprendre à respecter un petit peu ses sensations, c'est-à-dire s'arrêter de manger quand on est rassasié, ne pas grignoter alors qu'on n'a pas faim, ne pas boire des boissons sucrées alors qu'on n'a ni faim ni soif. Voilà des choses simples. Alors un exemple, dans un des collèges de Koné, une fois par semaine, les surveillants fouillent les cartables. Une fois trouvés, les sucreries sont confisquées. Est-ce que c'est est-ce que ça suffit? Est-ce que cela suffit? Je ne sais pas si c'est une très bonne façon de prévenir ce problème que d'être dans la répression, parce qu'on sait que les interdits vont générer exactement l'inverse. Et vraisemblablement, ça ne suffit pas. Vous, par exemple? Je pense qu'il faut expliquer aux gens ce qu'il y a dans ces aliments, qui ne sont pas forcément indispensables, qui font plaisir, mais qu'on n'est pas obligé d'en manger à tort et à travers en n'importe quelle circonstance. Qu'il faut savoir s'octroyer effectivement des aliments qui sont peut-être plaisants dans certaines situations, mais pas pour un oui, pour un non. Et donc, faire évoluer ses habitudes, c'est d'abord apprendre à bouger, apprendre à manger à table, manger des bons aliments qui nous font du bien, mais les manger de façon agréable et variée. Donc des choses qui sont toutes simples, plutôt que de subir passivement la publicité, les influences pour manger n'importe quoi. Voilà. Donc mange mieux, bouge plus. Merci Dr Michel Le Cerf d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Le plan Orsec numéro 2 a été déclenché à Païta aujourd'hui au lieu dit Comédio au sein du périmètre de protection des eaux. Aucun bien ni aucune personne n'est menacée pour l'heure. 15 agents de la sécurité civile ont été dépêchés sur place, appuyés par 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Et voici donc la carte publiée par Météo Nouvelle-Calédonie. Le risque feu est de nouveau très élevé au pays et pourrait augmenter sur l'ouest. On finit ce journal avec du sport. Bonjour Adrien, bonsoir. Bonsoir Elise. Alors retour sur cette Coupe du Monde des U17 à laquelle a participé Nokagu qui donc s'est terminée sur une magnifique finale avec de nombreux buts que comme tu nous l'avais annoncé. Exactement Elise. Quelle finale nous avons vécu sur Calédonia avec Steve L'Aigle, alors que les Espagnols menaient 2-0 à 30 minutes. Ce sont les Anglais qui remportent pour la première fois la Coupe du Monde des moins de 17 ans. 5 buts à 2, l'Angleterre tient là de nombreuses pépites. Et je le dis aux amateurs de football, on va entendre parler des Anglais dans les années à venir. Ils sont cette année, écoute bien, champions du monde des moins de 17 ans, on vient de le voir. Ils sont champions d'Europe des moins de 19 ans et ils sont champions du monde des moins de 20 ans. Ça fait beaucoup de palmarès. C'est énorme. Les Anglais, c'est une génération dorée. Alors, lors de cette compétition, figure-toi en plus, en Inde, que leur milieu de terrain a été élu joueur de la compétition. Leur attaquant a été élu soulier d'or, c'est-à-dire meilleur buteur de la compétition. On le retrouve d'ailleurs dans le top but à la 3e place des 5 plus beaux buts que j'ai sélectionnés pour vous. Est-ce que tu veux qu'on regarde, Élise? Je veux bien revoir parce que je l'ai vu, le match, il est parfait. Ça marche. Il n'y a pas que le match, il n'y a pas que la finale. Hein. Allez, on regarde les buts, les 5 meilleurs buts de cette compétition.
a des frissons, ses coups de pied. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as mis les buts des cagous lors du match contre le Japon. Oui, exactement. Il fallait bien les mettre, exactement. Alors, nos cagous que l'on voit ici, on va les voir juste derrière moi. Voilà, ils sont dans le stade de Calcutta lors de leur dernier match justement contre le Japon. Ils participaient à leur première compétition estampillée FIFA. Ils sont rentrés au pays sans réussir à se qualifier pour les huitièmes de finale. Parmi les pros, ils n'ont pas fait le poids, mais je te garantis qu'ils reviennent avec des envies plein la tête. La première pierre est posée pour construire un futur solide. Alors on parle vite fait des Français. Eux, ils se sont inclinés 2-1 contre le futur finaliste. L'Espagne, c'était en huitième de finale. Et un dernier mot sur l'Inde, le pays hôte de la compétition, qui a réussi le temps de 3 semaines à relayer le cricket au second plan. La ferveur des supporters a été incroyable. Pour la finale, il y avait plus de 66 000 personnes dans le stade. L'Inde s'est déjà placée pour organiser en 2019 la Coupe du Monde des moins de 20 ans cette fois-ci. Et crois-moi, je pense que c'est que le début pour l'Inde. Merci Adrien pour toutes ces précisions. De rien, Elise. Et c'est avec Adrien que finit ce journal. Merci de votre attention à suivre notre émission Bienvenue dans la bande. Et nous vous proposons un best-of. Bonne soirée à tous sur Calédonia.